Bonjour à tous. Il y a 29 ans, à l'issue de la conférence des forces vives de la nation organisée en février 1990, le Bénin réaffirmait son option pour le libéralisme économique. Un choix fondamental qui donne tout son sens au rôle de premier plan que joue dans l'économie béninoise l'investissement privé. Ces dernières années ont d'ailleurs été marquées par une profonde prise de conscience de la contribution de l'investissement privé à la consolidation de la croissance économique. Est-ce que le Bénin est sur la bonne voie pour soutenir sa croissance? Le libéralisme économique tel que voulu en 1990 continue-t-il d'être aujourd'hui mis en œuvre? Le dossier de la semaine va s'intéresser à toutes ces questions. Au menu du décryptage, on parle gestion du domaine public. Les récents cas de morcellement et de bradage du domaine public donnent l'impression d'une mauvaise gestion des lotissements, notamment des réserves administratives légalement constituées pour les besoins du développement. L'on se demande bien à qui appartient le domaine public et comment l'on devrait d'ailleurs s'en servir. C'est parti pour ce dernier numéro de Week-Echo du mois de février 2019 et déjà Estelle Parzou est en place pour le mini-journal. Bonjour à tous et bienvenue dans le mini-journal. 40%, c'est le pourcentage des habitants de la Terre qui n'ont pas accès à un enseignement dans une langue maternelle qu'ils parlent ou qu'ils comprennent. Le 21 février, c'était la journée internationale des langues maternelles, placée sous le thème « Les langues autochtones s'accomptent pour le développement et la construction de la paix et la réconciliation ». Elle est l'occasion de promouvoir la diversité linguistique et culturelle ainsi que le multilinguisme. Au Bénin, l'alphabétisation et la promotion des langues maternelles restent encore un gros enjeu. Nadège Sani pour plus de détails. Pas de développement sans la langue maternelle. Les experts de l'UNESCO se sont accordés sur le sujet il y a plusieurs décennies. Mais au Bénin, l'éducation dès la base se fait dans une langue étrangère à celle de l'apprenant. Les langues acquises de façon naturelle dans le milieu familial, sans grand effort, sans un apprentissage, sont les principaux outils qui devraient nous permettre d'acquérir le maximum de savoir. Plusieurs psychopédagogues l'ont démontré. Le savoir acquis par l'enfant dans sa langue maternelle est un savoir acquis définitivement. Il lui permet de développer facilement ses acquis. Nous avons l'habitude surtout d'applaudir les jeunes des pays anglophones. Nous nous émerveillons lorsque nous sommes face à leur génie créateur, à leur sens de créativité. Dans ces pays-là, l'enseignement est donné dans les langues maternelles d'abord de l'enfant, qui lui permettent vraiment d'asseoir son éducation dès les premières années, quitte à apprendre une deuxième langue à partir peut-être de la classe du CM1. Malgré les atouts que présente la langue maternelle pour l'apprenant, elle peine encore à être le dialecte de communication dans certains ménages. Est-ce que le travail doit se faire à partir de l'école primaire, de la maternelle? Non. Il faut d'abord sensibiliser tout le monde sur l'aspect de la culture. Dès que vous interdisez à votre enfant de parler sa langue maternelle, vous faites obstruction déjà à sa culture. Depuis l'année scolaire 2013-2014, le gouvernement du Bénin a donc institué l'introduction de ces langues dans le cursus scolaire en phase expérimentale. 6 langues, puis 4 autres, dont le Fon et le Yoruba, ont servi pour l'expérience qui n'a duré que 5 ans. Malheureusement, le processus a été arrêté. L'an dernier seulement avons-nous appris de sources sûres parce qu'il y aurait eu quelques problèmes, quelques dysfonctionnements qui ne permettraient pas au gouvernement de donner son quitus pour la poursuite de ce processus-là. En attendant la reprise de cette phase expérimentale dans les écoles, nos langues autochtones peuvent être aussi un attrait touristique et booster le secteur. Quand les gens arrivent dans notre pays, les étrangers arrivent, ils ont envie d'apprendre des langues. Mais qu'est-ce qu'on leur apprend? Il n'y a rien, il y a rien qui soit formalisé. Donc je pense que nos langues sont des vecteurs de notre culture. Et la culture est le 4e levier du développement aujourd'hui. Plus d'une 50aine de langues répertoriées sont parlées au Bénin. C'est un vecteur de communication que le Bénin pourrait exploiter pour son développement.
Chaque année, entre mi-août et mi-novembre, les baleines migrent au large des côtes béninoises. Ces mammifères marins menacés de disparition peuvent mesurer une trentaine de mètres et peser jusqu'à 150 tonnes. Ils offrent aux écotouristes ainsi qu'aux pêcheurs des spectacles inouïs. À l'occasion de la journée internationale des baleines, Marie Diengue, spécialiste des espèces migratrices, alerte les populations et les décideurs sur l'importance de la valorisation de l'écotourisme et de protection des baleines. Elle est au micro de Patrick Adiabouyou. C'est des espèces qui viennent périodiquement. Ce ne sont pas des espèces où on peut les retrouver en permanence dans une zone. C'est des espèces, elles viennent. Par exemple, si je prends le cas du Bénin, on constate qu'il y a la présence des baleines jubates ou les baleines à bosse. C'est des baleines qui quittent Antati pour venir sur notre côte pour mettre bas et profiter en même temps à apprendre à leurs bébés comment nager. Si ces baleines sont dans un pays, ça permet, c'est une richesse vraiment pour le pays parce que ça attire du monde. Les gens jettent les ordures proches de nos côtes et ces ordures vont directement en mer pour contaminer ces espèces. Donc il y a une journée pour pouvoir sensibiliser. Le tourisme en mer, c'est encore une autre réalité et ça produit vraiment une richesse pour le pays. Il faut que nos autorités s'y intéressent pour pouvoir valoriser ces espèces dans notre pays. Parce que pour le moment, on est les seuls pays de la sous-région ouest africaine qui faisons les tours en mer pour l'observation de ces espèces. Le manifeste du colloque international Monseigneur Isidore de Souza, tenu du 1er au 3 février 2019, est désormais connu du public. C'est un document qui rend hommage au prélat et qui donne à lire plusieurs engagements pour la promotion, la mémoire et les qualités de l'illustre disparu. Il a été présenté à la presse en présence de Louis Koudogbo et Patrick Adiabouyou. Et nous avons choisi de présenter le manifeste de notre colloque. Des actes pour promouvoir les valeurs incarnées par Isidore de Souza sont consignés dans un document. Le comité scientifique ayant conduit les travaux du colloque international de février 2019 dédié à la mémoire du prélat présente au public le manifeste. Nous nous engageons à la promotion de la mémoire de la vie et des œuvres de Monseigneur Isidore de Souza, à le faire reconnaître comme père de la démocratie au Bénin et repère en Afrique et dans le monde. À la culture de l'éveil d'une conscience éthique, surtout chez les jeunes, à partir de la formation civique et citoyenne, par la constitution et l'édition de documents contenant les valeurs incarnées par le prélat dans le service de la cité. Cheville ouvrière du retour du Bénin à la démocratie en 1990, la mémoire de Monseigneur Isidore de Souza mérite d'être immortalisée. C'est l'un des engagements du manifeste. Nous en appelons vivement à la réhabilitation de l'hôtel PLM Aléjo, sanctuaire natif du renouveau démocratique au Bénin, auquel pourrait bien être relié le nom de Monseigneur Isidore de Souza, président de l'historique conférence nationale, à la nécessité d'intégrer dans les programmes d'enseignement du système éducatif national une part conséquente de connaissances sur l'histoire de la conférence des forces vives de la nation et de faire de l'événement une référence politique majeure dans la mémoire collective. Nous recommandons ardemment l'institution, au niveau ecclésial ou national, d'une journée de mémoire pour l'homme, le prêtre et l'évêque hors du commun qu'était Monseigneur Isidore de Souza, selon les paroles de Bernardin Cardinal Ganty. Après la présentation des actes du manifeste, c'est la phase de sa concrétisation qui démarre sous peu. Les jeunes sont appelés à s'abreuver à cette source, partout où ils se trouvent et où se côtoient l'éthique, la citoyenneté et l'éducation pour un Bénin apaisé.
Selon l'Organisation mondiale de la santé, d'ici 2050, une personne sur 10 va souffrir de déficiences auditives profondes. Pour soigner le mal, l'implant cochléaire devient une opération nécessaire. Pour une première au Bénin, une équipe de la rédaction a fait incursion au bloc. Yasmine Damata. Après la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, c'est au tour du Bénin de bénéficier d'expertise dans le domaine d'insertion d'implants cochléaires. Une opération qui redonne vie au sens de l'ouïe du patient qui l'aurait perdu. Pour mieux le découvrir, suivez-moi. Deux heures d'horloge, c'est le temps que dure cette opération chirurgicale. Le patient ici est un enfant de 5 ans. Il est sourd depuis sa naissance. Pour essayer de repérer un des osselets de l'oreille qui s'appelle l'enclume. Et avec ce repère, on peut trouver une balise très importante qui est la fenêtre ronde. La fenêtre ronde au travers de laquelle on va passer un faisceau d'électrodes pour aller stimuler le nerf auditif. L'ordinateur de ce système, de cette prothèse, c'est cette petite zone ici qui va faire tout le travail de sélectionner le bon endroit pour avoir la bonne stimulation sur le nerf auditif. L'aimant de centrage pour la bobine émettrice, l'ordinateur de bord qui est ici. Ici, vous avez donc les électrodes. Pendant l'opération, nous avions pu rencontrer sa mère. Elle donne son témoignage. Même si on est à côté de lui, puis on l'appelle, il ne réagit pas. Donc, d'après les analyses, la dame m'a dit que c'est un sourd. Cette année, M. ORL Sorrentor a contacté son papa pour dire qu'il y aura une campagne que les parents viendront de l'extérieur pour faire l'opération au Bénin. Donc le prix se relevait à 6 millions. Ils ont discuté avec son papa. Donc, ils ont demandé des analyses. On a fait des analyses. Du côté du bloc opératoire, l'implant cochléaire est déjà placé. Les médecins procèdent à l'essai. Totale réussite. Des applaudissements qui témoignent du succès de cette intervention chirurgicale. Je suis très content que ça soit bien passé. On a tout vérifié, donc a priori tout devrait fonctionner. Bien sûr, maintenant il y a la rééducation à faire. Ça va demander un petit peu de temps, mais on lui donne toutes ses chances pour qu'il puisse retrouver une communication avec sa parole et donc accéder à une éducation beaucoup plus facile que dans le langage des sourds. Je peux rendre grâce à Dieu. Mais je suis très très contente quand même, je suis contente. Je suis contente, très très contente. Dans environ 4 semaines, Marcel Dosounou va pouvoir entendre et émettre des sons comme les enfants de son âge. Ceci grâce à l'implant cochléaire. Et ce sera tout pour le mini-journal. Gardez votre position pour la suite de Wikeko. Merci à vous Estelle Pazou. Juste après vous, c'est la revue de presse économique et Patrick Adjabodjou a lu les journaux pour nous. L'actualité économique lue dans la presse écrite au cours de la semaine écoulée. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de presse sur Wikeko. Climat des affaires au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Le Bénin figure dans le top 20 des pays africains les plus attractifs en 2019. Fraternité confirme l'information et écrit à la une de sa parution du lundi 18 février 2019. Le Bénin, 3e de l'UEMOA, selon le magazine américain Forbes, le quotidien détaille et nous apprend que cette performance du Bénin s'explique par plusieurs facteurs. Entre autres,
il y a le plan d'action ambitieux visant à relancer le développement économique du gouvernement béninois. Fraternité poursuit et précise que le magazine FOB salue les réformes entreprises par le gouvernement pour attirer des investissements publics étrangers et renforcer la confiance des partenaires techniques et financiers. Exportation béninoise en 2017. La fibre de coton a rapporté 211,7 milliards de francs CFA à l'économie béninoise. L'information est relayée par le quotidien Le Télégramme. Le rapport 2017 sur la balance des paiements et positions extérieures globales du Bénin indique que la production cotonnière au titre de la campagne en 2017 a connu une hausse de plus de 100 millions de francs CFA. Promotion des investissements. Wadani en Norvège, écrit Bénin Intelligent. Le journal nous apprend que le ministre de l'économie et des finances, Romuald Wadani, s'est rendu à Oslo les 21 et 22 février 2019. Objectif, encourager les investissements privés norvégiens au Bénin et obtenir le concours des organismes publics de ce pays au financement et à la réalisation des projets de développement du Bénin. Cette visite de Wadani en Norvège augure des perspectives rassurantes en vue de booster l'économie béninoise. Autre information lue dans la presse écrite, vitalité du secteur de l'énergie. La Banque mondiale renouvelle son appui au Bénin. Fraternité publie l'information dans sa parution du mercredi 20 février 2019. Selon le journal, les efforts d'investissement du gouvernement dans le secteur de l'énergie ont séduit la Banque mondiale. L'institution entend accompagner la dynamique du gouvernement pour un accès à l'électricité à tous d'ici 2030. De l'électricité à l'eau pour tous à l'horizon 2021. Fraternité nous apprend à la page 10 de sa publication du jeudi 21 février 2019 que la Jamaat islamique Ahmadiyya investit plus d'un demi-milliard dans la fourniture en eau potable. C'est dans le département de la Donga, précisément dans l'arrondissement de Banirou, commune de Djougou, que les travaux du projet Eau pour la vie ont été officiellement lancés. Ce projet permettra de réhabiliter 200 forages et de construire 50 nouveaux forages et adductions d'eau potable. Merci Patrick Adjabodjou. On poursuit l'aventure, mais à présent en plateau avec le dossier de la semaine. En février 1990, le Bénin se dotait d'une boussole, le plan économique, avec l'élaboration du premier programme d'action du gouvernement. Des objectifs clairs, déclinés en actions à échéance d'exécution assortis d'indicateurs de performance. Aujourd'hui, 29 ans après, quel bilan peut-on faire du choix du libéralisme économique adopté à l'époque? Est-ce que le Bénin est toujours sur la bonne voie pour asseoir et soutenir sa croissance? On en parle tout de suite, mais avant, suivons cet élément. Considérant partout comme le pionnier du mouvement démocratique en Afrique, le Bénin fait figure de modèle de transition pacifique et réussi. Dans les années 1970, le régime marxiste-léniniste bénéficiait d'une bonne conjoncture économique, tirant des revenus croissants de l'exportation de matières premières. Le régime voit quelques années plus tard sa capacité de production s'éroder. Faillite bancaire, crise fiscale, conditionnalité. La crise économique semble avoir fissuré l'édifice au début des années 1980, avec en toile de fond la paupérisation croissante des couches moyennes. Ce n'est qu'à la faveur de la conférence des forces vives de la nation de février 1990 qu'une nouvelle option fut choisie, celle du libéralisme économique. Une option qui a permis au Bénin, 29 ans après, d'asseoir sa croissance économique. Aujourd'hui, les institutions de Bretton Woods tablent sur une croissance soutenue d'environ 7%, preuve des réformes mises en œuvre par les gouvernements successifs pour assainir les finances publiques.
Merci Enoch Runkpatin. Vous l'avez compris, on parle ce matin libéralisme économique. Et je suis avec un professeur d'université, on l'appelle Albert Ronkou. Bonjour Albert Ronkou. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Alors, pour le profane que je suis, qui n'y connaît rien du tout, qu'est-ce qu'on peut comprendre par libéralisme économique? Si vous voyez, il y a fondamentalement deux systèmes. Maintenant, il peut y avoir un peu de mixité. Oui. Mais quand on parle de libéralisme économique, il y a trois caractéristiques principales. La première caractéristique, c'est la propriété privée des moyens de production. Donc, ce sont les citoyens qui ont les moyens de production qui leur appartiennent. Ils peuvent s'associer pour le faire, mais ça appartient aux citoyens. Pas opposition au socialisme ou à l'étatisme, où c'est l'État qui a la propriété. C'est-à-dire, on parle de la propriété collective. L'État a tout au profit de tous les citoyens. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le marché. C'est le marché qui régule les activités économiques. Et associé au marché, il y a ce qu'on appelle la libre concurrence. Alors que dans le cas du socialisme, c'est un bureau de planification, c'est la planification à outrance. On dit, bon, voilà ce qui est bon pour les citoyens, comment on va réaliser ça. Là, il y a un bureau du plan qui décide de tout ça. Voilà, c'est la différence fondamentale. Et c'est ça qui fait que de 1972 à 1990, où on avait adopté le socialisme, donc c'était la planification, c'était la propriété collective des moyens de production, où l'État avait des entreprises en son nom, etc. Mais avec l'adoption de libéralisme, c'est un autre vent où il faut privatiser les entreprises pour que ce soit les privés qui soient propriétaires. Alors, si je vous comprends bien, le libéralisme économique prône des pratiques libérales. Oui. Alors, quels sont ses avantages? Oui, vous savez, les avantages, c'est au niveau des incitations. Les économistes vont parler des incitations, mais c'est essentiellement psychologique. C'est-à-dire, en tant qu'individu, nous sommes naturellement égoïstes et on cherche ce qui est bien pour nous, pour nous-mêmes. Nous cherchons ce qui est bien pour nous-mêmes. Donc, si on est bridé, si par exemple il y a un bureau du plan qui vous dit il faut fabriquer ça et qu'à chacun selon ses besoins et non à chacun selon son travail, là, les citoyens vont chercher à travailler moins, mais à bénéficier de l'effort collectif. Alors que si c'est individuel, vous cherchez vous-même tout pour avoir le profit. Et à partir de ce moment, vous êtes incité à travailler. Alors que si c'est collectif, vous allez dire, bon, c'est pas pour moi, c'est pas pour mon papa, je peux faire tout ce que je veux avec. Et c'est ça la grande différence. Alors donc c'est parce que les individus, plutôt, ce serait parce que les individus sont obligés d'être incités à mieux travailler de plus en plus. Parce qu'en cherchant votre propre profit, là vous allez travailler. Mais qu'est-ce qui fait que... Parce que le père de l'économie, par exemple, Adam Smith, dit que ce n'est pas parce que le boulanger ou la vendeuse de pain vous aime que chaque matin elle se présente chez vous pour dire est-ce que vous voulez avoir du pain. Elle-même, elle cherche son intérêt individuel. Et en cherchant son intérêt individuel, elle va essayer de réaliser l'intérêt collectif. Puisque tout le monde a besoin du pain, elle va amener du pain aux gens. Alors que si on dit que c'est pour tout le monde, il va dire, bon, quand c'est pour tout le monde, si je peux faire moins d'efforts et en profiter le plus possible, je vais le faire. Donc, cela voudrait dire que c'est parce que les individus sont appelés à faire beaucoup plus d'efforts que ce concept-là suscite des goûts parfois chez certains. Parce qu'il y a beaucoup qui n'aiment pas le libéralisme. Pas exactement, parce qu'à des moments donnés, il y a ce qu'on peut appeler l'échec du marché. Il y a des conditions qui peuvent faire que le marché ne réussit pas vraiment. Par exemple, si vous êtes dans une situation de monopole, où le privé a la possibilité de fixer les prix. Les prix peuvent être anormalement élevés et les gens peuvent ne pas avoir accès aux services publics. Et les gens disent, bon, si c'est dans ce cas-là, il faut que l'État prenne en charge ces gens d'entreprise pour que tout le monde ait accès aux services publics. Il y a ce problème, il y a ce qu'on appelle aussi les externalités. C'est-à-dire, lorsque vous agissez en tant que privé, vous impactez négativement sur l'action des autres. Mais le marché ne prend pas ça en compte. Donc, il faut nécessairement l'intervention de l'État
pour pouvoir... Une sorte pour réguler un peu. Pour réguler un peu. Donc, il y a ce genre de choses qui entraînent ce qu'on peut appeler fondamentalement l'échec de marché. Et c'est ça qui fait que les gens disent qu'on ne peut pas laisser tout au marché. C'est ça. Alors, depuis 1990, où le Bénin a fait l'option du libéralisme économique, avec les régimes qui se sont succédés depuis 1990, est-ce qu'on peut faire un bilan aujourd'hui? Oui, on peut faire un bilan parce que, bon, on a eu fondamentalement deux types de libéralisme. On a eu le libéralisme économique, mais on a eu le libéralisme politique. Oui. Et évidemment, si ça ne marche pas, comme tout est dans la main des privés, normalement, si ça ne marche pas, les privés ne peuvent que s'en prendre à eux-mêmes. Mais il s'est fait que dans les pays en développement comme les nôtres, le rôle de l'État est encore extrêmement important. Parce qu'à des moments donnés, les gens sont pauvres, même s'il y a des opportunités de marché, ils ne peuvent pas les saisir et ils attendent toujours l'État. Mais si on compare par rapport à la période précédente, c'est-à-dire de 72 à 90, ce qu'on a, et on a des croissances de moins 2% vers la fin de la période, et que maintenant on a une croissance soutenue depuis 90 jusqu'à maintenant, on peut dire que le système a marché. Alors, de plus en plus, on remarque quand même qu'il y a de nouvelles taxes qui sont créées. Avec la libéralisation de ce secteur aux investisseurs privés notamment, il y a des taxes qui sont créées au quotidien. Alors, comment le Béninois devrait-il se sentir dans un contexte où, face au libéralisme, il est plus ou moins assujetti à payer des taxes? Non, ce n'est pas seulement face au libéralisme, même sous le socialisme. Il ne peut pas avoir le socialisme complet. Donc, à des moments donnés, même sous la Révolution, il y a des gens qui avaient leurs entreprises privées et payaient des taxes. Ce n'est pas parce qu'on fait le libéralisme que l'État n'a plus de rôle du tout. Il y a ce qu'on appelle le rôle régalien. Il y a la sécurité, il y a la défense nationale. Si nous-mêmes, en tant que privés, nous ne nous entendons pas, il faut que la justice fonctionne. Donc, il faut qu'il y ait la police, il faut qu'il y ait un certain nombre de choses. Et ces choses-là doivent être financées. De même, il y a des biens collectifs. Si on dit par exemple à une seule personne de construire une route Cotonou-Paracourt, ce n'est pas possible. Donc l'État va construire ces routes. Et pour le faire, l'État a besoin de moyens. Et ces moyens sont essentiellement fiscaux. Quand on n'a pas de ressources naturelles, etc. Donc il n'y a rien à faire. L'État est obligé de collecter des impôts pour pouvoir nous fournir tout ce qu'on peut appeler les biens collectifs. Alors aujourd'hui, avec le libéralisme économique également, on a vu des réformes ont été entreprises, dont entre autres le Code des investissements, qui permet aujourd'hui au Bénin d'être très attrayant au niveau de l'investissement. Je ne sais pas si vous avez pris connaissance de ce code, mais qu'en savez-vous? Est-ce que ce code est approprié? Oui, vous savez, c'est un peu extrêmement compliqué. Je crois qu'à un moment donné, quand j'étais directeur au ministère de l'Industrie, on était allé à Dubaï, où les impôts étaient vraiment très très faibles parce que là-bas ils ont du pétrole et ne sont pas obligés de taxer les citoyens. Donc en termes de comparabilité, si on dit à quelqu'un d'aller investir à Dubaï par rapport au Bénin, il va nécessairement choisir Dubaï. Mais nous autres, nous avons besoin d'impôts. Donc on fait tout pour que le code soit attrayant, mais il faut mieux agir sur le climat des affaires pour que les opérateurs viennent. Et là encore, il y a un certain nombre de mécanismes qu'il faut mettre en place. Et je crois que tout se met en place progressivement. Par exemple, il y a le tribunal du commerce. Ce sont des institutions qui permettent aux privés de dire « Ah, si nous arrivons dans ces pays, on ne va pas mettre en place des systèmes confiscatoires où je réalise mes activités et puis l'État vient s'approprier ça parce qu'ils ont le pouvoir du prince. » Donc, à partir de ce moment, le Code des investissements, c'est bien sûr un bon aspect, mais il faut agir sur beaucoup de choses. Alors, il faut agir sur beaucoup de choses. Est-ce que le libéralisme économique prend en compte le capital humain? Oui, absolument. De toutes les manières. Parce qu'on sait qu'avec le socialisme, on est beaucoup plus, le citoyen est beaucoup plus à l'aise. Oui, c'est pourquoi les gens sont dans une... on peut parler d'oxymore, ils parlent de capitalisme à visage humain. Visage humain, pour dire on ne va pas faire le libéralisme à tout craint où le pauvre sera laissé parce qu'il n'a pas les moyens, etc. Il faut quand même que l'État intervienne. Donc, la difficulté, c'est de dire comment faire quelque chose qui répond à l'égoïsme humain, et à la psychologie humaine de façon générale, tout en n'excluant pas une bonne frange de la population. Cette frange, qui sont
essentiellement des pauvres. Oui, des pauvres, des pauvres héréditaires ou des pauvres qui sont paresseux, etc. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est ça. Alors, le Bénin est-il aujourd'hui sur la bonne voie? Oui, on est sur la bonne voie. Ce qu'il faut, ne faudrait-il pas... Ce qu'il faut dire, c'est que fondamentalement, on ne peut pas faire une grande magie en quittant le socialisme pour le libéralisme. Parce qu'au départ, il y avait l'État. Oui. Donc, on n'a pas pu construire des institutions fortes, des institutions du libéralisme. C'est pourquoi, après le libéralisme, on a eu quand même un certain nombre de problèmes. Oui. Quand on a libéralisé le secteur cotonnier, par exemple, les gens ne s'entendaient pas. Il y a les producteurs, il y a les égreneurs, il y a les importateurs d'intrants. On a essayé de mettre en place des mécanismes pour réguler, mais comme l'État n'était pas suffisamment fort dans le sens où il y a une justice crédible, il y a un État qui n'est pas corrompu pour pouvoir réguler les activités économiques, ça n'a pas vraiment marché. Donc, c'est ça le problème. C'est pourquoi, quand on construit le libéralisme, il faut construire aussi des institutions fortes pour que les gens aient confiance en investissant dans le pays. Alors, le capitalisme, c'est quand même également une option économique que certains pays ont adoptée et qui leur ont permis quand même de se développer. Oui, je crois que dans le monde entier, il y a une certaine convergence vers ça. Le capitalisme, il n'y a plus de pays qui soient contre. Parce que les champions du socialisme ou du communisme, comme la Russie, la Chine, tous ces pays-là se sont rendus au capitalisme. Même si le système politique n'est pas libéralisé, les gens, sur le plan économique, ce n'est que du capitalisme. Ça veut dire qu'on est revenu quand même à reconnaître que philosophiquement, le plaisir et la douleur sont souverains. Et à partir de ce moment, il faut que l'égoïsme humain soit pris en compte dans les activités économiques. Mais au Bénin, où quand même on sait qu'il y a beaucoup plus d'indigents, beaucoup plus de personnes qui vivent avec moins du minimum qu'il faut. Le PIB, ce n'est pas encore ce qu'il faut. Le libéralisme économique va-t-il permettre au Bénin de soutenir sa croissance? Ah, absolument. Bon, ça soutient la croissance. Maintenant, quel système il faut mettre en place pour que cette croissance-là soit profitable à tout le monde, y compris ceux qui sont pauvres, ceux qui n'ont pas les moyens de participer activement à cette croissance. Je crois que c'est toute la problématique. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut mettre en place un socialisme qui distribue ce qu'on n'a pas produit. Donc, il faut quand même un système capitaliste régulé. Et c'est pourquoi dans notre société, dans notre pays actuellement, il y a beaucoup, en tout cas, il y a des autorités de régulation pour dire, vous pouvez avoir du profit, vous pouvez faire vos activités, avoir du profit, mais il ne faut pas que ça soit au détriment de la population. Et c'est de plus en plus d'ailleurs ce qu'on remarque, parce que les investisseurs privés, ils ne pensent qu'à eux d'abord. Oui, c'est normal qu'ils ne pensent qu'à eux. Et comme je vous disais tout à l'heure pour la vendeuse du pain, en pensant à elle-même, ça ne l'empêche pas de se présenter devant vous pour dire est-ce que vous voulez du pain. Et maintenant, et pour le faire, non seulement elle va dire si je ne mets pas le pain à un prix plus faible, si le pain n'est pas de qualité, vous n'allez pas prendre, parce qu'on est dans un jeu de concurrence. À partir de ce moment, en cherchant son propre bien, il cherche votre propre bien. Donc, c'est pourquoi quand les systèmes sont des systèmes de monopole, il faut essayer toujours de réguler. Il faut essayer de tout faire pour que certains ne s'approprient pas des rentes dont ils n'ont pas droit, auxquelles ils n'ont pas droit. Ouais. Alors, 29 ans après la conférence, après le choix du libéralisme économique, aujourd'hui, avec les réformes qui sont mises en place de plus en plus par le gouvernement qui est là, le Bénin, vous l'avez dit tout à l'heure, est en train de mettre en place des moyens qu'il faut pour distribuer cette ressource-là. Mais à terme, pensez-vous qu'il faut rester sur le libéralisme économique en tant que spécialiste des questions? Non, mais il n'y a rien à faire. Sur ce plan, c'est comme si on se refait à Dieu. Bon, nous sommes tous libéraux. On veut toujours ce qui est bien pour nous-mêmes. Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, quand vous voulez avoir du plaisir, quand vous souffrez, vous cherchez à vous guérir de la souffrance. Donc tout ça, là, ça vous pousse à faire des activités qui vous profitent. Donc, en mettant un système comme ça en place, ça profite à tout le monde, en tout cas à ceux qui veulent bien travailler. Maintenant, le problème, c'est que il y a, comme je vous avais dit, il y a des facteurs qui font que
le marché ne fonctionne pas bien. Et c'est là où il y a le rôle de l'État. C'est là que l'État doit jouer, doit Donc, travailler. l'État, ce qu'il faut faire, c'est de continuer à construire quand même des institutions fortes, un État fort qui n'est pas corrompu et qui essaie de réguler le système pour que tout le monde en profite, pour qu'on sache que quand vous travaillez, le fruit du travail vous revient. Merci à vous, professeur Albert Rankou. Je rappelle que vous êtes professeur à l'université d'Abomey-Calavi, professeur d'économie, bien entendu. Merci beaucoup d'être passé. À présent, le décryptage. La question fait débat et suscite moult interrogations, mais aussi interprétations. Le domaine public peut-il être bradé à qui mieux? Et avec le récent cas des opérations irrégulières de lotissement, la question trouve tout son sens et pose la problématique de l'impunité. Deux confrères avec moi ce matin, un habitué de notre plateau, Moïse Dosoumou. Moïse, bonjour. Bonjour Ilvarius, bonjour mesdames, messieurs. Vous allez bien? Très bien. Journaliste au quotidien Fraternité. C'est bien ça. À vos côtés, je reçois Olivier Houenou. Olivier, bonjour. Bonjour, cher ami. Vous allez bien? Ça va. Journaliste également au quotidien Le Challenge, absolument. Le leader du jour. Le leader du jour, oui, excusez-moi. Alors, Olivier, on démarre par l'actualité. Vous la connaissez très bien. Peut-on dire aujourd'hui que c'est la fin d'une époque où la mauvaise gestion des biens publics en République du Bénin est totalement révolue? Merci, cher ami. Je vous remercie pour l'invitation. Je crois que le Bénin est rentré dans une phase d'une vraie refondation. Depuis avril 2016, nous assistons à des changements dans le pays et qui, ma foi, ça rassure d'un lendemain meilleur pour ce qui concerne la gouvernance dans notre pays. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Oui. Les habitudes dans l'administration publique, les faits dans la société de façon générale. Il y a des choses que nous faisions par le passé et qu'aujourd'hui, même si quelqu'un peut encore oser le faire, ce sera avec la peur au ventre, comme on le dit. Donc, je crois que le Bénin est en train de changer. Le Bénin est en train d'emprunter une autre phase, est en train d'entrer d'une autre phase de gouvernance. Je crois que c'est à l'actif de nous tous. C'est à l'actif de nous tous. Alors, Moïse Dosoumou, vous l'avez écrit dans une chronique, La fin d'une époque. Oui, d'autant plus que ce qui se passe aujourd'hui, quand on prend un peu les nouvelles personnes mises en cause dans les dernières heures, là, il y a un symbole fort de la rupture, qui est l'ex-préfet du littoral. On a vu celui-là agir dans ce pays, au vu au-dessus de tous. Il avait les coups de France pour faire tout ce qui lui plaisait. Du moment où c'était sa volonté, ça passait, rien ne l'arrêtait. On avait le sentiment qu'il agissait un peu comme Dieu le Père. Que celui-là soit mis en cause dans une affaire pareille et qu'il soit débarqué illico presto et en même temps dans les mains de la justice, c'est que quand on met ces doubles sanctions ensemble, on se dit que quelque chose est en train de changer. Et on espère que ce cap sera maintenu dans le sens que il faut frapper davantage et dénicher même dans les rangs du pouvoir, comme c'est le cas maintenant, toutes les personnes qui usent de ces subterfuges-là, qui usent de leur position pour agir ici. Mais quand ce ne sont que des individus et passent de manière qu'on nous présente ici, on a peut-être le sentiment que la lutte est enclenchée, qu'elle est peut-être ferme, mais qu'elle n'étend pas ses tentacules dans tous les secteurs. Il faut que la lutte frappe fort, davantage dans ses rangs, qu'elle mette en évidence ces symboles qui osent user de leur pouvoir pour détourner le bien public. Alors, venons sur la question du bradage des terres. On sait qu'au Bénin, on a l'habitude, ce n'est pas un phénomène nouveau du tout. À votre avis, à quoi cela était-il dû? Je pense que la réponse est d'abord sociologique. Le Béninois est attaché à la terre. Et n'importe qui a un peu de sous, son réflexe premier, c'est d'aller acquérir le pain de terre. Et il y a cette vilaine habitude qui consiste à en amasser davantage. Et pour le Béninois, c'est être riche, avoir des biens, c'est posséder beaucoup de parcelles, c'est beaucoup d'hectares, c'est avoir beaucoup de terres. Ça, c'est déjà dans la sociologie. Pour moi, ce n'est pas une habitude qui fait développer un pays. C'est un frein à la modernisation et à l'évolution du pays. Mais je pense que progressivement, avec ce réveil des impôts, je pense que beaucoup vont devoir se dessaisir de leurs biens et se concentrer sur l'essentiel au lieu d'acquérir pour la forme. Mais quand on parle de domaine public, c'est par essence, c'est un domaine qui peut être bradé, vendu aux particuliers. C'est d'abord, c'est-à-dire c'est le domaine qui appartient à tout le monde.
Et vous savez, quand on parle de domaine, ça appartient à l'État, et quand on parle de foncier, ça appartient aux individus. Le législateur a fait cette différenciation pour limiter chacun dans son rôle. Même quand le domaine public doit être cédé aux particuliers, il fait l'objet d'une procédure spéciale. Et quand cette procédure spéciale doit répondre aux politiques publiques, ce qui n'est pas le cas dans l'actualité que nous dénonçons, c'est un domaine qui est déjà réservé pour une cause précise. Et en aucun cas, on ne peut l'enlever, le dessaisir de sa fonction première pour le céder aux particuliers. Ça doit faire l'objet d'une procédure spéciale qui n'a pas été respectée dans le cas d'espèce. Alors, Olivier, le bradage des terres, Moïse le disait, autant on a de terres, autant on se sent riche. Et c'est un problème sociologique. Êtes-vous de cet avis? Je suis d'avis avec lui, surtout quand il dit que beaucoup amassent des terres. Et au Bénin, être riche, c'est avoir beaucoup de terres. Même nous, au village, quand tu rentres au village, on te demande est-ce que tu as déjà payé ton carré, est-ce que tu as déjà construit une maison, tout ça. Donc, au Bénin, on pense que la seule chose qui vaille, c'est d'acquérir une parcelle, c'est de construire une maison. Et aller loin même, il y a des gens qui vont payer des hectares inexploités. Des hectares qu'on laisse là et on laisse une plaque de domaine appartenant à telle personne, mais on n'en fait rien. Alors que ces hectares, même s'il y en a même qui refusent que quelqu'un aille sur cette terre-là. Alors, mais selon vous, est-ce une raison suffisante pour se permettre de s'accaparer des terres qui ne nous appartiennent pas? Non, ce n'est pas une raison suffisante. Vous avez dit qu'il ne nous appartient pas. Ce qui ne t'appartient pas, c'est que ça ne t'appartient pas, ce n'est pas ta propriété. Et pour l'acquérir, il y a des procédures, il y a des conditions qu'il faut remplir. Et je crois que si ces conditions-là sont remplies dans la règle de l'art, il n'y a pas de problème. Mais c'est dans le cas où un individu se lève et fait ce qu'il veut parce qu'il a un pouvoir, il pense qu'il a un pouvoir, qu'il peut faire tout ce qu'il veut et personne ne va parler, rien ne va se passer. C'est dans ce cas-là que nous assistons à ce que nous voyons aujourd'hui, surtout l'actualité. Personne ne peut imaginer dans un passé récent que celui-là peut se retrouver à l'heure où nous sommes là, derrière les barreaux. Alors, on parle souvent de mafia foncière au Bénin. On sait qu'avec les réformes qui sont mises en place, il y a une agence qui s'occupe désormais de la terre au Bénin, on va le dire ça comme ça. Bien évidemment, il y a une agence qui s'occupe de ça et que lorsque j'ai même appris, il y a même un communiqué officiel, ce n'est pas j'ai appris, il y a un communiqué officiel qui demande aux acquéreurs d'aller enregistrer leur domaine. Je crois que ça, c'est pour mieux organiser le foncier au Bénin. Et vous allez voir, à l'affaire de quitus fiscal, les gens sont allés déclarer des maisons par-ci, des parcelles par-là, partout, alors qu'on y aurait tout ça. Et ils sont obligés aujourd'hui de payer. Ils sont obligés de payer des impôts pour ça, alors que par le passé, tout ça là, c'était là, et puis l'État n'en tirait rien. Eux-mêmes, les acquéreurs même n'en tirent pratiquement rien. Parce qu'il faut juste payer, il faut juste acquérir la parcelle ou les hectares, on met là, on laisse tout, et puis l'essentiel, c'est qu'on ait une plaque pour le domaine de telle personne et puis c'est fini. Et puis c'est fini. Voilà. Alors Moïse, est-ce qu'il faut aujourd'hui, je ne sais pas, une loi peut-être pour mieux contrôler le domaine qui appartient à l'État, le domaine public? Non, le code foncier domanial est déjà là pour jouer ce rôle. Il a été voté il y a à peine moins d'une dizaine d'années. Ce qui n'est pas suffisamment bien appliqué. Et il n'est pas également, on ne maîtrise pas, les citoyens également ne maîtrisent pas suffisamment le code. Mais nous, on est censés ignorer la loi. Nous savons que le code existe, nous savons que c'est une loi. C'est aux citoyens d'aller vers la loi, d'en découvrir le contenu. Ils ne peuvent pas se réfugier sur le fait qu'ils ne connaissent pas la loi pour ne pas la respecter. Il me semble que c'est l'Agence nationale du domaine du foncier qui doit faire plus de sensibilisation qu'elle ne fait. Une fois a été fait, il faut l'avouer. Mais il faut mettre davantage l'information à la disposition des gens. Parce que la terre, il faut le rappeler, est sacrée pour le Béninois. Le Béninois y est très attaché. Donc c'est à l'agence de faire le maximum pour que les gens sachent. Est-ce que vous savez que quand vous disposez d'une terre, par exemple, dans un domaine rural, que vous ne l'exploitez pas pendant un certain temps pour vous l'arracher, c'est le code qui le dit. Mais très peu le savent. Et je dis que si ce code était vraiment appliqué à la lettre, c'est que les habitudes vont commencer par être bousculées. On peut même introduire de nouvelles dispositions. Pensez à réviser le code
pour limiter un peu la boulimie des Béninois pour la terre. Tout à fait. Au Burkina Faso, par exemple, quand vous êtes burkinabé, à Ouagadougou, vous ne pouvez pas disposer de plus de 2 parcelles. C'est 2 au maximum. Pourquoi ne pas, je ne dis pas de faire forcément ça, mais pourquoi ne pas limiter cela et peut-être aller à 5, à 6, à 7 chez nous. Oui. Bon, ça va freiner l'élan, la boulimie des gens pour la terre. Je pense que c'est ce genre de dispositions mises dans la loi et appliquées qui vont faire en sorte que la terre ne soit plus perçue comme un trésor à accaparer à tout prix, quel que soit les mais si on s'accapare souvent de la terre, c'est également pour nos générations futures, pour nos enfants, nos petits-enfants. Parce qu'on se dit, dans quelques années, cette zone sera viabilisée, ça va leur permettre... Vous savez qu'il y a des Béninois qui ont des kilomètres carrés de parcelles. Je ne parle pas d'hectares, je ne parle pas de dizaines d'hectares, je dis des kilomètres carrés de parcelles. Pourquoi ils ont fait 1000 enfants? C'est de ça que c'est vrai que la richesse est limitée, que quand vous travaillez, quand vous êtes dans cette secteur d'activité donné, quand vous faites fortune, c'est votre droit d'investir, de rentabiliser, d'accord. Mais est-ce qu'on a besoin d'acquérir autant? Qu'est-ce qu'on fait de ces parcelles, de ces kilomètres carrés qu'on acquiert? Quelle exploitation est-ce qu'on a tiré? Parce qu'on suppose que quand vous avez les moyens d'acquérir autant de parcelles, autant de superficie, ce n'est pas pour les laisser à la disposition des serpents de la bourse. C'est pour les mettre en valeur, c'est pour créer de la richesse pour le pays et pour vous-même. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Il faut une politique pour inciter les gens qui ont de la terre, de les mettre en valeur, soit par des constructions quand c'est un milieu humain, soit une exploitation agricole quand c'est un milieu rural. Il faut le faire forcément, sinon la terre sera là, elle sera une richesse. Et c'est même une richesse illusoire, parce que quand vous avez de la terre, il faut payer les impôts. Bon, beaucoup n'en payaient pas. Justement, qui considèrent que c'est une richesse, mais quand ils vont commencer par en payer, ils vont se dire, mais pourquoi acquérir ça si ça doit être une charge? Parce que même une parcelle vide, non construite, est sujette à des impôts. Parce qu'on ne le fait pas suffisamment que les gens pensent qu'avoir une parcelle, c'est avoir de l'argent, mais au contraire, c'est des problèmes qu'on se crée. Alors, l'autre chose, c'est la mise en place du cadastre. Le cadastre national aujourd'hui avec l'agence dont vous parlez, la ANDF, qui fait ce travail-là. Ce travail-là va permettre aujourd'hui d'avoir une idée des parcelles qui existent, à qui ça appartient. C'est une bonne réforme. Et c'est un travail de longue haleine. Et même l'enregistrement gratuit dont parlait mon confrère tout à l'heure participe de la mise en œuvre du cadastre. Mais c'est un gros piège dans lequel les gens sont tombés. Parce qu'on a dit que l'enregistrement est gratuit. Et sans réfléchir, les gens sont allés s'en faire enregistrer. Oubliant qu'en retour, que ce qui doit subvenir, c'est qui doit payer leurs impôts désormais, justement. Et il faut un cadrage pour limiter les dégâts, savoir qui est qui dans le pays. Et ça participe également de la lutte contre l'enrichissement illicite. Si vous avez autant de biens, on peut évaluer la valeur de ces biens. À quel moment vous les avez acquis? Qu'est-ce que vous faisiez en ce temps-là? Quels sont vos revenus? Tout ça aussi limite un peu la corruption, les moyens qu'on connaît pour avoir de l'argent, pour essayer de faire ça. Et ça assainit tant soit peu l'investissement public. Je pense qu'il faut le faire, et le faire sur la durée. Pas que ça soit seulement un coup politique orienté vers tel ou tel. Il faut le faire pour tout le monde, afin que chacun puisse se suivre mutuellement, et c'est le pays qui gagne. Olivier Renou, le cadastre national? Mais je crois que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que... vous avez déclaré vos terres déjà, à vous? Je préfère mes terres, c'est ça. Vous savez que le béninois, c'est dans la sociologie béninoise, où lorsque vous avez, ou bien lorsque vous êtes un homme, surtout, que vous n'avez pas de parcelle, vous n'avez pas de... C'est que le seul héritage qui faille au Bénin, c'est la terre. C'est la terre qu'il faut laisser aux enfants. On pense que lorsque vous n'en avez pas, c'est que vous n'avez rien laissé à vos enfants. Mais est-ce que cela se limite à cela? Et puis nous tous, nous travaillons pour ça. Nous travaillons pour ça, on cotise, on donne même argent parfois, on prend du gari juste pour cotiser, pour payer une parcelle. Est-ce qu'on doit se limiter? C'est moi, Alors aujourd'hui, avec l'obligation de payer des taxes, même pour les parcelles vides, comme le disait Moïse de son nom tout à l'heure, est-ce que les Béninois vont continuer à s'accaparer des terres? Bon, je crois que les gens vont continuer par s'accaparer. Ceux qui prennent ou les acquéreurs qui utilisent ces parcelles ou bien à des fins données vont toujours continuer par acquérir. Donc, on ne peut pas interdire. Les gens, il y en a qui achètent des parcelles, qui construisent, qui créent des entreprises, qui construisent des maisons à louer un peu partout. Donc, c'est ceux qui en acquièrent, mais qui laissent là, sans exploitation, sans rien. C'est de ceux-là que nous parlons surtout. Mais il y en a quand même qui sont exploités, il y en a qui sont valables, qui apportent quelque chose à l'économie béninoise. Alors nous allons dire un dernier mot, c'est notamment sur la lutte contre l'impunité. Aujourd'hui, on remarque que de plus en plus ceux qui posent des actes qui vont à l'encontre de la bienséance sont de plus en plus envoyés devant la justice.
Mais ça, là, c'est une évidence aujourd'hui. Si tu tombes dedans, on te tape, c'est tout. Ce n'est pas que ça n'existait pas. Oui. Ça existait, mais ce n'était pas aussi rigoureux qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsque c'est auto, comme on le dit, il tombe dedans, vous avez un cas récent qui est là. Moïse Soumou, c'est auto. Je ne dis pas que c'est auto. Encore que le cas dont on parle maintenant, c'est depuis mars 2018 que les faits se sont passés. Peut-être que ça a mis du temps avant qu'on puisse les détecter. Bon, il fallait peut-être faire les enquêtes. D'accord, je l'admets. Mais quand c'est fait comme ça, et qu'on nous présente des symboles forts comme ça qui tombent, il faut l'étendre à tout le monde sans discrimination et il faut le faire plus souvent. Parce que chaque jour qui passe, les Béninois sont coupables de ces faits-là. Mais est-ce qu'on les connaît, est-ce qu'on en cache d'autres, est-ce qu'on révèle d'autres? Il faut taper partout, à temps et à contre-temps. Merci, chers confrères Moïse Soumou, Olivier Houenou. Merci pour ce décryptage. Wikeko prend fin ici. Le rendez-vous, c'est tous les dimanches à 11h sur BB24. À bientôt.